Alors bonjour à tous, bon midi au Cyrano. Donc j'accueille à la fois des gens en présentiel aujourd'hui et en ligne. Alors bonjour à tous, je suis ravie de recommencer un petit peu la série des séminaires midi. On accueille un chercheur associé Cyrano qui nous vient en fait du CNRS et qui est associé au Cyrano depuis 2018, Frédéric Marty, et qui va nous faire une présentation en fait de ses derniers travaux, notamment dans le grand thème concurrence. Donc en fait, dans les grands thèmes Cyrano, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous la chercheure principale, Laura Lazio de McGill, du département économique de l'Université McGill, qui est une des chercheurs principales du grand thème compétences, et donc dans ce contexte-là, Frédéric, en fait, va nous présenter ses travaux. Alors, en quelques mots, chercheur associé au Cyrano depuis 2018, Frédéric Marty est chargé de recherche au CNRS. Il exerce actuellement ses fonctions au groupe de recherche en droit, économie et gestion, le CREDEC, de l'Université Côte d'Azur. Il est par ailleurs chercheur affilié à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, au sein du département de recherche sur l'innovation et la concurrence, et chercheur à la chaire EPEP de l'IAE de Paris, Sorbonne Business School. Frédéric a complété son doctorat à l'ENS Cachan sous la direction de Robert Salé et son habilitation à diriger des recherches en sciences économiques de l'Université de Nice, Sophia Antipolis, sous la direction du professeur Gaffard. Économiste du droit, ses travaux portent principalement sur les politiques de concurrence. Il co-dirige la composante du droit du CREDEC et son projet structurant stratégie et régulation des marchés. Il est aussi à l'autorité des marchés de concurrence, on va pouvoir en parler. Ses recherches actuelles portent principalement sur l'économie et le droit de la concurrence, notamment dans le secteur numérique, travaux justement sur la recherche au niveau des algorithmes. Alors je suis ravie évidemment, Frédéric, de t'accueillir aujourd'hui au Cyrano pour notre séminaire et pour nous parler de prédiction algorithmique et des enjeux notamment en termes de protection du consommateur et de la concurrence. Merci. Merci infiniment, Nathalie, pour ton accueil et pour l'accueil du Cyrano tout le long de cette semaine. Je peux à la fois travailler avec les collègues, discuter avec les collègues, ce qui est vraiment un moment privilégié, et je tiens vraiment à le souligner. Alors, je vais vous présenter, à vrai dire, un papier qui n'en est pas réellement un, hein, c'est tout simplement basé sur une présentation que j'avais faite il y a quelques semaines à l'Université Côte d'Azur, où on avait dû, discipline par discipline, présenter quelles étaient les problématiques liées aux algorithmes et à l'intelligence artificielle, et il m'était échu le rôle de présenter les problématiques du droit et de l'économie. Et à l'intérieur de ce domaine-là, j'avais voulu insister sur un point que je voudrais développer peut-être plus en avant aujourd'hui et peut-être plus en avant plus tard, et c'est pour ça que je suis vraiment demandeur de vos retours, qui est le traitement des questions de concurrence en général et possiblement de protection du consommateur qui touchent les problèmes de manipulation algorithmique, et avec la question suivante: peut-on se reposer simplement sur nos bonnes vieilles règles de concurrence, avec une sanction ex post, enfin, la sanction est toujours ex post, avec une sanction ex post par des amendes, par des mesures de type injonctive, comportementale, voire, si ça existe, structurelle, ou est-ce qu'il faut prendre des outils juridiques un peu différents, notamment dans le cas américain, la section 5 du FTC Act, ou des mesures de nature régulatoire dont les objectifs et dont les outils, les règles de décision ne seraient pas exactement celles du droit de la concurrence. Donc, sentez-vous libre de m'interrompre autant que nécessaire durant cette présentation, à la fois pour des questions d'éclaircissement et éventuellement sur des questions de fond. Hein. Je serais très heureux qu'on ait des questions à la fin, mais si on peut avoir un échange durant toute cette présentation, j'en serais réellement ravi. Donc, quelle est la question de base? La question de base est celle de l'avantage concurrentiel ou de l'avantage informationnel des entreprises dominantes, des entreprises installées, et notamment l'avantage qui vient du contrôle des données. Dès lors qu'on a accès à des flux de données qui correspondent aux 4 V, hein, volume, vitesse,
variété, véracité, on peut avoir une capacité à développer des algorithmes plus performants, dont la capacité prédictive est supérieure, et de pouvoir, j'allais dire, micro-cibler tel ou tel segment de consommateurs. Donc, ça donne un avantage dans la concurrence, et ça donne aussi un avantage dans des relations firmes vers le consommateur, je n'ose dire B2C, hein, mais je me reprends, dans la mesure où vous pouvez discriminer par les prix, personnaliser les prix, voire personnaliser les offres. Donc, une triple question, impact sur la concurrence dans son ensemble, impact sur les partenaires commerciaux, dans une plateforme, hein, ces relations entre le pivot et les complémentaires, et enfin, impact sur le consommateur. Si on reste dans les règles traditionnelles de concurrence, bien, on a un critère assez simple, c'est pas le seul, mais c'est le principal, qui est la maximisation du bien-être du consommateur. On va jauger les comportements sur un critère qui ressemble à un critère d'efficacité économique. Cependant, d'autres critères ont tendance à revenir sur le devant de la scène. Quand on prend, j'en parlerai à plusieurs reprises, le cas de la loi européenne sur les marchés numériques, le Digital Markets Act, on parle de contestabilité des marchés. On est tous d'accord pour qu'il y ait une absence de barrière à l'entrée, sur le principe, pourquoi pas, mais on parle aussi de fairness. Fairness avec un petit problème quand on le traduit en français, surtout dans le français du droit de la concurrence. Est-ce qu'on parle d'équité? Est-ce qu'on parle de justice distributive ou est-ce qu'on parle de loyauté de la concurrence? Et donc, on a ce nouvel ami, d'une certaine façon, qui nous arrive qu'on a du mal à cerner. Alors, cet ami n'est pas si nouveau que ça aux États-Unis, dans la mesure où la section 5 du FTC Act de 1914 vient sanctionner les unfair commercial practices. Et vous voyez la chance que vous avez de m'entendre m'exprimer en français et non pas en anglais. Donc, ces unfair commercial practices, en fin de compte, à l'origine, on y reviendra, étaient un moyen de sanctionner, du moins peut-être de prévenir certaines actions de marché qui ne pouvaient pas être saisies par la section 2 du Sherman Act ou qu'on voulait saisir avant qu'elles ne produisent des effets. Et donc, on a ce texte qui datait de 1914, qui a toujours été appliqué, mais dont la forme d'application convergeait de plus en plus vers la section 2 du Sherman Act. C'est-à-dire, on avait un statement, restatement, je ne me souviens plus exactement, de 2015, qui donnait les règles d'application de cette section 5, et on retrouvait nos amis, hein, le bien-être du consommateur, l'approche par les effets, la défense sur la base de l'efficience. Nous étions en terrain connu. Or, depuis maintenant une belle douzaine d'années, on a un retour de ce qu'on appelle le mouvement néo-Brandis. Alors, est-ce que le mouvement néo-Brandis est conforme à ceux qu'aurait voulu Brandis? C'est une autre histoire dont on pourra discuter, mais toujours est-il que ce courant néo-Brandis considère que cette approche par les effets, le bien-être du consommateur, est un moyen de paralyser la mise en œuvre des règles de concurrence. Et donc, l'idée, c'est que, il faut que les règles de concurrence aient des critères plus larges, le bien-être du consommateur, et deux, il faut revenir aux sources, ce qu'on pense être les sources de la section 5 du FTC Act. Et la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, ça devait être le 10, donc ça fait une semaine, on a vu un nouveau statement sur l'application de la section 5 du FTC Act et qui revient à ces principes. Un principe de fairness, l'idée qu'on peut intervenir dès le démarrage d'une pratique sans attendre la mesure d'un effet sur le consommateur, ainsi de suite. Rien d'absolument nouveau, hein. Quand on prend le dissent
de Louis Brandeis dans Graz devant la Cour suprême en 1920, on a ces idées. Hein. Le FTC Act n'est pas curatif, il est préventif. Il va porter sur il va s'exercer sans prise en compte des effets, au moins en partie. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui revient. Donc, étant peu à peu quasiment un juriste, je fais des plans de parties avec deux sous-parties. Donc, on verra dans un premier temps, tout simplement, l'aspect consommateur, c'est-à-dire dans quelle mesure les algorithmes productifs utilisés par les grandes entreprises peuvent poser des problèmes de protection de la consommation, du consommateur, en considérant, le cas général, et deux, la pratique décisionnelle actuelle de la FTC. Et deuxième point, on va passer du consommateur à la concurrence, en montrant comment, je veux dire, des biais introduits dans les choix peuvent fausser la concurrence, comment la déception peut distordre la concurrence, ça fait beaucoup d'anglicisme. Et dernier point, on va voir quels sont les remèdes qui sont mis en œuvre dans certaines décisions de la FTC. Donc, commençons par la protection des consommateurs contre les risques de manipulation algorithmique. Les informations qui sont collectées sur le consommateur sont des informations qui viennent de l'identification du consommateur, dès lors qu'il intervient en environnement logué, ou qu'il est traqué par des cookies ou par d'autres dispositifs techniques de traçage. Ça peut venir de l'observation de son comportement en ligne, tout simplement, et même ce comportement hors ligne, si on croise les données avec des données de carte bleue ou des données venant de tiers, et ensuite on a des données déduites sur le comportement du consommateur. Donc on a tout un ensemble de données qui peut favoriser, j'allais dire, un ciblage, une personnalisation des prix, des recommandations, des résultats. En soi, ce n'est pas mauvais. On a de meilleurs appariements, on a moins de coûts de transaction, donc on a un gain d'efficience indéniable. Le problème, c'est qu'aux côtés de ce gain d'efficience, on peut avoir deux questions. Une question de discrimination et une question de manipulation. La question de discrimination pourrait être la suivante, dire, ben voilà, si on peut inférer la propension maximale à payer de tel ou tel consommateur, et si on peut personnaliser le prix, micro-segmenter, eh bien on peut extraire la totalité du bien-être du consommateur. Donc on peut dire qu'il y a un transfert de bien-être qui n'aurait jamais eu lieu en concurrence pure et parfaite avec un prix uniforme. Ça peut poser une question d'équité, pas fondamentalement d'efficience, dans la mesure où ça permet de permettre à certains consommateurs d'accéder à la consommation. On a une sorte de subvention croisée. Donc ça peut être une première question. Doit-on traiter la discrimination comme un problème concurrentiel ou pas, ou un problème de protection du consommateur ou pas? Deuxième élément, on peut avoir la possibilité de personnaliser les offres qui sont faites aux consommateurs ou de personnaliser les stimuli qui sont produits pour les consommateurs. Donc là, on peut rentrer dans une manipulation du comportement qui peut passer par des architectures de choix trompeuses, des dark patterns. Alors, en tant que tel, hein, on n'a pas attendu le numérique pour placer les produits en tête de gondole dans les supermarchés, pour placer certains produits en face des yeux, d'autres très bas dans les étagères et d'autres très hauts. Hein, c'est-à-dire il n'y a rien de nouveau sur le soleil réellement. Sauf que là, on n'a pas une tactique de manipulation indifférenciée qui correspond au consommateur moyen, mais on peut avoir une tactique de personnalisation, une tactique de manipulation qui peut être personnalisée. Et dont on n'a pas conscience. Et dont on n'a pas conscience. Voilà. Elle est d'autant plus efficace qu'on est dans une bulle de filtre et que d'une certaine façon, toute l'information qui nous arrive est, je vais dire, à nouveau individualisée. Et donc ça nous conduit à ces dark patterns, alors qu'ils font l'objet d'une littérature et d'une production de rapports assez foisonnante. Hein. Il y a eu un rapport de la FTC, il y a eu une journée d'études qui avait été faite en 2021. Le rapport a été publié, je crois,
au mois de septembre. Il y a eu un excellent rapport de la Competition and Markets Authority britannique avant l'été. Et il y a eu, pareil, un rapport qui a été commandé par la Commission européenne récemment sur la question, au-delà de la littérature académique. Et ces dark patterns, en fin de compte, ils se subdivisent en deux parties, je caricature un peu, évidemment. D'un côté, alors là, je n'ai pas de traduction française, les dark nudges, et de l'autre, les dark sludges. Donc le nudge, c'est pousser quelqu'un à agir dans un sens qu'il n'aurait pas adopté spontanément. Alors ça peut être bien, ça peut être positif, ça peut rentrer dans du paternalisme libéral, on essaie de corriger vos biais pour vous pousser à agir dans votre intérêt. Mais ça peut être aussi négatif. Si vous avez une addiction, une assuétude, et si on vous propose sans arrêt le produit vis-à-vis duquel vous êtes dépendant, bien fatalement, vous allez très facilement prendre une décision de consommation qui n'est pas optimale pour vous. De l'autre côté, le bad sludges, enfin les bad sludges, dans le sens friction, sludge, la traduction par friction est quand même assez étrange, mais bon, on va prendre celle-ci, ben, c'est la même chose. Le sludge, c'est quelque chose qui va ralentir votre choix ou qui va prévenir votre choix. En tant que tel, c'est pas toujours négatif. Des délais de rétractation pour les démarchages à domicile, si on essaie de vous vendre une encyclopédie en 42 volumes, bon, c'est pas plus mal que vous ayez quelques heures ou quelques jours pour changer d'avis une fois que vous êtes débarrassé du vendeur en porte-à-porte. Donc ça peut aller dans votre intérêt, mais ça peut aller aussi contre votre intérêt. Imaginez, alors c'est une promotion qui existait en France, je ne sais pas si vous l'avez eu au Canada, mais quand vous achetiez un téléphone portable, on vous annonçait que votre téléphone, en réalité, avait une ristourne de 60 €. Attention, 60 €, dont 30 disponibles immédiatement en caisse et 30 plus tard. Si votre téléphone fait 600 €, vous dites, c'est superbe, mon téléphone fait 440 €, je l'achète. Effectivement, vous pouvez payer 570. Sauf que, avant d'obtenir les 30 € qui manquent, il faut que vous enregistriez sur un site internet à l'ergonomie catastrophique, que vous imprimiez un fichier à remplir à la main, que vous alliez découper sur la boîte de votre téléphone un code EMI quelconque, que vous trouviez un bâton de colle pour coller le tout, une enveloppe, un timbre, et que vous consacriez une demi-journée à aller à la poste. Moralité, peut-être 10% des consommateurs bénéficiaient de la dite ristourne additionnelle de 30 €. Vous aviez acheté votre téléphone à 570 €, pensant que vous ne le paieriez que 540. La bad sludge, c'est ça. C'est quelque chose qui va vous empêcher de bénéficier d'une offre qui vous intéresse, qui va vous empêcher de vous désabonner, ainsi de suite. Le problème, c'est que quand on a un recours à l'intelligence artificielle, ben ces sludges peuvent être, et ces nudges, à la fois personnalisés et différenciés. Et donc, on rentre dans toute la littérature sur les dark patterns augmentés, où d'une certaine façon, votre dark pattern évoluerait comme, je sais pas, un GPS sur une voiture. Vous avez pris un embranchement qui vous convient, mais votre GPS veut à tout prix vous ramener devant un McDonald's ou autre, vous pouvez faire des demi-tours systématiques pour revenir au point où il le souhaite. Et donc, vous avez cette possibilité de manipulation qui est d'autant plus forte que vous êtes un univers immersif. Et plus vous êtes immergé, plus vous pouvez être manipulé. Ça va se conjuguer par cette immersion, donc cette absence de parangone, de base de comparaison, et ça va se cumuler avec le foisonnement des préalis, et ainsi de suite, qui rendent les comparaisons, par définition, difficiles. Donc, comme je vous ai indiqué, on a eu pas mal de rapports qui ont été faits sur les dark patterns, et j'en citerai simplement deux, simplement pour éclairer un peu. Le premier, c'était un rapport qui avait été fait en mai dernier pour la Commission européenne par Lupi Agnès Villanueva, et la conclusion était assez simple, c'était de dire, ben voilà, plus un dark pattern est faible,
j'allais dire, pas très très nocif, pas très très caricatural, plus vous aurez tendance à le suivre. C'est-à-dire en gros, un dark pattern qui passe sous le radar, un dark pattern à basse pression, et en fin de compte, d'autant plus efficace. Et on retrouve exactement cette idée dans un article de Lugori et Strayevitz, où en fin de compte, ils distinguent hard dark patterns et mild dark patterns. Ils montrent qu'une bonne combinaison de petits dark patterns peuvent très facilement orienter le comportement de l'individu. Alors, dans le cadre de l'Union européenne, hein, la solution qui est souvent mise en évidence, c'est simplement celle du consentement, hein, celle du règlement général sur la protection des données personnelles, RGPD ou GDPR, hein, selon les goûts, où on va dire, ben voilà, il y a un consentement éclairé que doit donner le consommateur pour la collecte, l'exploitation de ces données personnelles, et ce consentement suffirait, d'une certaine façon, à protéger le consommateur. De la même façon, quand on regarde les règlements, les projets de règlement sur l'intelligence artificielle, toujours au niveau de la Commission européenne, on ne retrouve pas ces éléments-là dans les décisions hautement conséquentes. C'est-à-dire tout ce qui est relié aux algorithmes de marché à destination des consommateurs ou des sites de recommandation n'apparaît pas, si ce n'est des fois sur des questions de crédit, sur des questions très très spécifiques, mais on n'a pas de prise en compte de ces dimensions-là. Problème, faible protection du consommateur et absence de régulation. Alors pourquoi il y a une faible protection du consommateur? Parce que le consentement n'est pas évident. Pourquoi? Tout d'abord, le consommateur a une surcharge informationnelle. Le consommateur n'a pas le temps de consulter tel ou tel site. Le consommateur, alors c'est un lieu commun de dire ça, mais a une certaine myopie comparée à la confidentialité. Imaginez, j'ouvre accès à mes données, je bénéficie d'un service immédiatement, peut-être de meilleure qualité parce que j'ai donné accès à mes données, vu que les recommandations à ce moment-là sont meilleures, mais par contre, le risque, il sera potentiel, futur, et peut-être il interviendra sur un autre site, si mes données ont été commercialisées. Donc, je n'identifierai pas le dommage, et surtout, je n'identifierai pas le lien de causalité entre mon action initiale et le dommage. Donc, on peut avoir cette première difficulté-là. On en a une deuxième, oui, je reviens à la fairness peu à peu. On peut avoir aussi des questions de vulnérabilité différenciées en fonction des consommateurs. Tous les consommateurs n'ont pas le même temps de lire les conditions d'utilisation de tel ou tel site, ou ne sont pas éclairés au même niveau sur les risques liés au partage de telle ou telle donnée personnelle. Et donc, le risque, c'est que les consommateurs les plus vulnérables soient aussi ceux qui soient les plus victimes de ces éléments. Alors, à côté de ça, quelle est la position de l'FTC? Alors, on a un rapport qui avait été fait par le patron de la division, du bureau de la FTC en charge de la protection du consommateur, Levin, qui date de mai 2022. Et en fin de compte, il insistait sur 4 dimensions. La manipulation, procédé de l'utilisation des données, la discrimination entre les consommateurs, l'exploitation, j'y reviendrai plutôt, et l'exclusion du marché numérique. Alors, tout ça, en fin de compte, participe d'une notion de weaponisation, d'instrumentalisation des données des consommateurs à leur détriment. Comment? Réduction de l'espace des choix offerts. Imaginez, vous utilisez un moteur de recherche, bien fatalement, vous aurez tendance à cliquer sur les contenus qui sont sous une forme enrichie, sur les premiers résultats, qui souvent sont des liens sponsorisés, et vous aurez une très faible propension à aller à la page 4, et notamment au 4e résultat. C'est un peu la décision Google Shopping de la Commission européenne. Donc, restriction de l'espace des choix et possible manipulation des comportements, c'est-à-dire des émotions,
des fenêtres intempestives qui vont d'une certaine façon jouer sur l'urgence, jouer sur les émotions pour accélérer telle ou telle décision. Donc le problème, c'est que plus vous êtes sujet à des addictions, plus vous êtes sujet à des solitudes, plus fatalement vous serez soumis à ces sollicitations et plus vous avez de chances d'y succomber. Autre élément, là on rentre beaucoup plus de la discrimination, il y a un avantage informationnel qui peut être utilisé contre le consommateur, c'est-à-dire une sorte de quasi-discrimination de premier degré par les prix, une personnalisation des prix. Alors, à nouveau, hein, avec un double problème. Est-ce que c'est souhaitable ou pas économiquement au niveau du consommateur? On peut se poser la question parce qu'il y a des effets de transfert d'un consommateur à l'autre. On peut jouer la discrimination en fonction des prix, on peut aussi jouer la discrimination en fonction des versions qui sont proposées de tel ou tel produit. Nous pouvons payer les uns et les autres le même prix pour notre PC, mais peut-être que les performances de la carte graphique seront différentes en fonction de ce que c'est le marchand, quant à notre niveau d'expertise, quant à nos besoins, et ainsi de suite. Donc si vous pouvez personnaliser les produits sur les chaînes de production facilement, on peut vendre des produits différents aux consommateurs, mais au même prix. Et donc là, voilà, on a l'idée d'exploiter un avantage informationnel au détriment du consommateur. Et ça peut se traduire exactement par l'exclusion, j'allais dire, de certains marchés. Tous les marchés de l'assurance, de l'accès au crédit, et ainsi de suite, dès lors qu'on passe d'une vision un peu statistique du risque à une vision individualisée, on réduit l'antisélection, on peut aussi réduire l'aléa moral avec des outils de suivi. Alors, c'est très bien pour les bons risques, on paye moins cher, mais ça peut être très mauvais si vous devenez un mauvais risque. Donc, avec un risque d'exclusion du marché ou un risque d'imposition d'une prime de risque d'un tel niveau que la probabilité d'avoir un incident de paiement pour rembourser un prêt sera beaucoup plus forte, avec une boucle de rétroaction. Donc, à ce compte-là, est-ce que la FTC considère que la voie européenne, d'une certaine façon, du consentement est suffisante ou pas? Non, pour les raisons que j'avais déjà un peu abordées en prenant un peu d'avance tout à l'heure. On est dans des logiques de type apprendre ou à laisser. Hein. Vous acceptez de donner accès à vos données ou vous n'accédez pas aux services. L'exploitation de tous les biais informationnels possibles et inimaginables. Et après aussi, un retour à de bonnes vieilles architectures de choix tronquées, je vais dire, vieille école. Je vous donne un exemple tout simple qu'on a eu à traiter à l'autorité de concurrence en France. C'est pour le système d'exploitation d'Apple, iOS, avec le consentement aux cookies, hein, donc à l'utilisation de trackers. C'était donc ce qu'on appelle la sollicitation ATT. Quand c'est un tiers qui développe une application que vous téléchargez et que ce tiers demande de collecter vos données, vous avez une double acceptation. Acceptation sur le site du tiers, acceptation sur l'interface d'Apple. C'est un opt-in. Donc, deux fois, vous devez faire une action qui peut vous être présentée comme dangereuse pour la protection de vos données personnelles, l'intégrité de votre système, la sécurité, tout ce que vous voulez. Donc là, vous allez avoir une sorte de biais bien humain. Par contre, si vous souhaitez qu'Apple lui-même n'exploite pas vos données, si tant est qu'Apple les exploite beaucoup comparé à Google, hein, je ne vais pas non plus rentrer dans ce débat-là, mais admettons, si vous ne voulez pas qu'Apple exploite vos données, il faut aller dans les paramètres. Et là, faire un opt-out, décocher une case. Et là, vous rentrez dans le bon vieux biais de défaut que la Commission européenne a eu à traiter un an après shopping dans l'affaire Android. Tout simplement, une préinstallation va pousser le consommateur, par faible goût de l'effort ou par crainte de prendre une mauvaise décision, à utiliser l'application préinstallée plutôt qu'une autre, même si ce n'est pas un réglage par défaut, hein, même si ce n'est pas une implantation exclusive.
Tout simplement, elle y est déjà. S'il y est déjà, est-ce qu'elle doit être compatible? Utilisons-la. Autre élément, bien évidemment, et là, c'est quasiment une autre big tech qu'on pourrait cibler, ben, les conditions de traitement des données, d'utilisation des données et de partage des données peuvent également varier dans le temps. Tous les messages qu'on reçoit, nos conditions d'utilisation ont changé, veuillez les consulter. Un, on ne peut pas les ouvrir en plein temps. Et deux, s'il n'y a pas un tableau, donc double entrée, qui dit ce que c'était avant ou ce que ça donne après, on ne va pas aller très loin. Et si on nous dit, attention, on va pouvoir communiquer vos données via le tiers, dans quelle mesure, avec quel degré de granularité, à qui, voilà, même l'information, les données pourront être valorisées, n'est pas susceptible en tant que telle de changer le comportement de l'agent. Et donc, l'idée que le consommateur ne peut pas mesurer les risques peut conduire ces pratiques à être placées sous le registre de la section 5 du FTC Act. Donc les pratiques commerciales déceptives, trompeuses ou inéquitables. Hein. Et donc là, ben pareil, avec la nouvelle conception de la section 5 du FTC Act, on va se prononcer non pas sur l'efficacité, ce ne sera pas un bilan coût-avantage, il n'y a pas de mesure de l'effet défense sur la base des gains d'efficience possibles, mais c'est simplement un jugement sur la base de la fairness. Quand on prend le DMA, enfin la loi sur les marchés numériques, on a aussi des interdictions percées, hein, des 12 and don'ts selon la catégorie, sans mesure de l'effet. Et donc, qu'on soit aux États-Unis, dans l'articulation section 2 du Sherman Act, section 5 du FTC Act, dans cette conception-là, ou dans l'Union européenne, avec l'articulation article 102 DMA, ben on a à peu près le même genre de finalité. Sachant que le DMA, c'est quoi? C'est la contestabilité et la fairness, je veux dire la loyauté. Donc, la loyauté est assez difficile à la caractériser. Alors, dans la pratique décisionnelle de la FTT, qu'est-ce qu'on a en matière d'exploitation, d'extraction excessive de données et d'utilisation de données? Alors, pour l'instant, je regardais rapidement, trop rapidement d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment un travail en cours, 3 cas. On a des cas où la FTC enjoint l'entreprise en cause d'effacer les données, de détruire les données indûment collectées. Donc, Hyperbird, c'est des données qui étaient relatives à des mineurs. Donc, je crois que c'est un site de jeu, et ainsi de suite. Ils demandaient aux enfants le droit, l'autorisation de collecter les données. Et évidemment, la myopie, là, est par définition démultipliée. Il y a eu des cas d'indemnisation des consommateurs pour le préjudice subi. C'est le cas Flow Health. Là, en l'occurrence, c'était des données de santé qui avaient été commercialisées. Donc, bon, injonction à cesser les pratiques, plus possibilité d'indemnisation des consommateurs. Donc, pouvoir peut-être comment l'indemnisation a pu se faire ou ne pas se faire. Alors, avec les différences Amérique du Nord, Europe aussi, qui peuvent être amusantes là-dedans, où il y a des cas de destruction des algorithmes entraînés avec les données. Donc là, c'est un cas qui était assez amusant, Everalbum. C'est en gros un site qui permet de générer un album photo au papier à partir des photographies que vous avez prises. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que l'album photo est produit, les données devaient être, ce qui était promis, effacées, écrasées. En réalité, non. C'était utilisé pour entraîner des IA, et plus les photos étaient taguées, par définition, plus la valeur en termes d'entraînement était intéressante. Ce qui permettait, d'une certaine façon, à Everalbum de trouver une source de revenus complémentaire. Tout ça, sur l'exploitation des données, il y a quand même une ambiguïté aussi. On est dans une lecture en termes parfois d'abus d'exploitation. Alors, quand on est dans le cadre de l'Union européenne, on voit bien, hein, l'article 102, hein, c'est exploitation abusive d'une position dominante. On a des abus d'exploitation qui peuvent prendre la forme de prix excessifs vis-à-vis des consommateurs,
de prix excessivement faibles vis-à-vis des fournisseurs, hein, markup et markdown en fin de compte, ou l'imposition de conditions commerciales déséquilibrées qui n'auraient pas été acceptées sinon. Le prix excessif, déjà, quand on est dans la section 2 du Sherman Act, c'est bien plus difficile à activer, pour ne pas dire strictement impossible. Sauf que là, par-dessus le marché, on n'a pas de prix, des fois. Donc, ça reviendrait un peu à réfléchir sur la transformation de notre bon vieux test SNP, hausse significative mais faible, non transitoire du prix, ainsi de suite, le transformer, je vais aller très vite alors, le transformer d'une certaine façon en baisse de la qualité, extraction excessive de données, ou, dernier cas, produit de revente des données vis-à-vis de tiers. Et ça, on a ça, nouveau, hein, en droit européen, mais je vais faire très vite parce que je vois que le temps me file, sur les droits voisins. Vous savez, sur la rémunération que doivent verser certaines big tech, Google, pour ne pas les citer, hein, pour les éditeurs de presse, pour l'exploitation des snippets, hein, des petits extraits enrichis de la presse, et ainsi de suite. On dit, ben voilà, on va prendre en compte et les ressources publicitaires générées par les droits voisins, et les ressources indirectes qui sont liées, autant passer par l'internaute sur le moteur de recherche ou sur le service de presse, donc l'exploitation des données qui peut en être faite. Et donc là aussi, on a un problème de dessus. Donc, très très rapidement, dans les 4 minutes qui me restent pour aborder la partie la plus conséquente de ma présentation. D'une certaine façon, qu'est-ce qu'on peut faire en commun entre la manipulation du consommateur et la distorsion de concurrence? Ça n'a pas de soi. On est même des fois sur deux couloirs différents au point de vue légal, en termes de régulation. L'autorité de la concurrence, par exemple, ne s'occupe pas de protection du consommateur. C'est le cas aux Pays-Bas, où l'autorité de concurrence s'occupe de la protection du consommateur, et ainsi de suite. Donc il y a un lien qui en réalité remonte à Brandis. Il y a l'idée tout simplement que la tromperie est un moyen de distordre la concurrence. On ne peut pas acquérir une position dominante si on ne trompe pas le consommateur, si on ne met pas en œuvre des pratiques litigieuses au point de vue de leur équité. Et ça, on le retrouve dans un cas qui est génial, c'est une opinion dissidente de Rohit Chopra, alors qui maintenant est chef directeur de l'autorité de régulation américaine sur la protection des consommateurs du service financier, mais qui je suis incapable de me souvenir l'acronyme, mais qui jusqu'en 2021 était commissaire à l'FTC. Et il y avait eu un consent decree, enfin une procédure négociée entre la FTC et Zoom autour du cryptage de Zoom au début de la pandémie. En gros, est-ce que Zoom est ainsi sur le niveau de cryptage, sur le niveau de sécurité afférent à son service de visio. Et donc, ils s'en sont sortis par une procédure négociée, donc cessation des pratiques et mise aux normes, donc par un engagement à une sorte de conformité. Et donc, Rohit Chopra avait fait donc, cette opinion dissidente, considérant que, ça faisait une faute lucrative. Et pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la tromperie du consommateur a été peut-être un moyen de fausser la concurrence à son profit. Certes, je suis moins cher que Webex, mais tout aussi sécure. Je suis plus convivial que Teams, mais tout aussi sécure, mais ainsi de suite. C'est-à-dire cette idée-là que le produit que vous utilisez, en réalité, ne présente pas de différence énorme. Donc ça, on a un problème, en fin de compte, de tri entre le bon grain et l'ivré, c'est-à-dire d'une certaine façon, comment prendre en compte des gains d'efficience qui, des fois, existent réellement, liés à la personnalisation, liés à ces outils-là, sans rentrer dans des pratiques de tromperie, à l'état pur, où là, la question ne se pose pas. Donc, en gros, on revient au problème qu'on a vu tout à l'heure, c'est la prédiction algorithmique de l'efficience. Et donc, c'est une sorte de problème qui se pose dans un double cas. Premier cas, l'algorithme peut ne pas être bénévolent. Il peut
ne pas reverser tous les gains d'efficience aux consommateurs. C'est tout le débat sur l'autopréférence, le self-preferencing. Est-ce que je pousse le contenu qui est le plus pertinent pour le consommateur, ou est-ce que je pousse le contenu de ma propre filiale, ou est-ce que je pousse un contenu sur lequel ma commission est maximisée? Je peux faire un arbitrage entre pertinence du résultat et donc fidélisation sur la plateforme et rémunération liée à tel ou tel partenariat. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est un problème, je vais dire, de souveraineté du consommateur. Et donc, l'idée que si le consommateur est manipulé, sa liberté de choix sur le marché, qui serait l'équivalent de sa liberté de vote sur le marché politique, pourrait être, d'une certaine façon, distordu. Et donc, on a la question de dire, quel est le problème lié à un consommateur qui n'a plus de benchmark, de parangon, de base de comparaison, qui est dans une bulle de filtre. Et deuxième point, quel est l'effet de ces pratiques sur des dynamiques de marché particulières, notamment en phase de décollage? C'est-à-dire, si on reprend ce scénario dans le cas de Zoom, en disant, ben voilà, on a trompé le consommateur sur les qualités pour pouvoir s'imposer, ben c'est clair qu'il vaut mieux le faire dans une phase de décollage du service que lorsque on est en exploitation normale et que les concurrents sont bien installés. Donc, point qui est le plus important, c'est pour ça que je vais être très très rapide, c'est qu'on va souvent, dans le cadre de la FTC, vers des cessations de pratiques, donc des injonctions à cesser les pratiques. Et ces injonctions à cesser les pratiques, on va le voir, sont parfois dénoncées comme insuffisantes. Donc, à côté de ça, on a un tas de, comment dirais-je, de propositions. Je pense à l'article de Michel Gall et de Nicolas Petit sur les Radical Restorative Remedies, où ils expliquaient, ben non, si on a un avantage qui est lié à un algorithme entraîné sur des données qu'on a illégitimement captées, ben, il faudrait non pas arrêter l'exploitation de cet avantage, mais au contraire, le neutraliser. Comment? En partageant les algorithmes. On peut se poser quelques questions sur les ententes anticoncurrentielles qui peuvent en résulter. En suspendant provisoirement le service, une sorte de magnifique remède comportemental. Vous arrêtez votre activité quelque temps pour permettre à vos concurrents de bénéficier d'économies d'échelle, voire à des compensations financières. On n'en est pas là, c'est-à-dire réparation du dommage. Pas simplement sanction, mais réparation. C'est-à-dire, en gros, cesser la pratique ne permet pas de remettre le marché à la situation dans laquelle il aurait été si la pratique n'avait pas eu lieu. Donc, on va demander une compensation financière pour permettre à la victime de la pratique de réinvestir pour essayer de rattraper. On est très loin de ces radical remedies. Donc, quelle est l'idée? L'idée, elle est toute simple, et je vais très très vite. C'est qu'on a plusieurs cas où on voit qu'on a des amendes. Je prends le cas Twitter FTC en mai 2022. Donc 150 millions d'euros, cessation de dollars, excusez, américains, cessation des pratiques et programme de conformité. Alors, ils sont dénoncés, je vais m'arrêter là, par le fait que ça paraît pas si élevé que ça. C'est dénoncé. Alors, je prends toujours un dissent de Rohit Chopra, je me bien Rohit Chopra, dans un autre arrêt, dans un autre consent decree de l'FTC avec Facebook en juillet 2019, où il expliquait, ben voilà, c'était simplement une petite tape sur les doigts à la règle, et quelque chose qui revient à la bonne vieille phrase du cost of doing business, c'est simplement une sanction qui n'est pas si dissuasive comparée à l'intérêt. Sauf que quand on regarde bien, la pénalité financière qu'avait acquittée Facebook en 2019, c'était 5 milliards de dollars. Donc, bien plus élevé que toutes les sanctions prononcées sur la base du RGPD en Europe. Et ça correspondait à 9% des revenus annuels. Twitter, c'est certes 150 millions de dollars, mais c'est déjà 3% des revenus annuels. Et d'une certaine façon, c'est le cas de Facebook, le consent decree de Facebook, qui a conduit Twitter à s'engager dans une procédure de transaction, c'est pas le terme, mais à se mettre en conformité
Et donc, on voit qu'il y a un effet d'exemplarité qui peut jouer. Il y a une jurisprudence qui peut se faire, qui vient à la fois, j'allais dire, du risque juridique, de perception de risque d'amende, et après, la pression, j'allais dire, également des investisseurs. Il n'est pas complètement anodin que Twitter soit rentré dans cette procédure-là à un moment où il était en phase de rachat. Et donc, d'une certaine façon, les règles de gouvernance de l'entreprise permettaient permettaient de résoudre tout ça. Je m'arrête là, mais je donne quand même un petit point sur ce qu'on reprochait à Twitter. Je ne l'ai pas dit. C'était, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à peu près en 2017-2018, on vous demandait de sécuriser votre compte par une double identification. Email, numéro de téléphone. En gros, ce qu'on a reproché à Twitter, c'est que la double identification permettait de vendre ces deux informations à des data brokers. Et donc, ça permettait, c'est le dernier slide, à Twitter d'avoir comme revenu à la fois de la valorisation publicitaire sur le site, les tweets sponsorisés, les comptes suggérés, les tendances personnalisées. J'ignorais au début que les tendances étaient aussi personnalisées. Je m'ai fait attention. Mais aussi des ressources de type audience personnalisée, les connaissances personnalisées, où c'était tout simplement la vente des informations aux data brokers qui permettent, dire, aux courtiers de données, donc qui permettent de lier les deux. Donc voilà, donc au final, vous voyez qu'on a des remèdes qui sont peut-être pas complètement effectifs pour rétablir les conditions de la concurrence telles qu'elles auraient été, mais qui, même à droit constant, ont quand même une certaine efficacité. Je vous remercie pour votre attention et je vous prie de m'excuser d'avoir été si long.